Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Elia Pedrono. Donc, je suis très contente de vous accueillir ce matin. Je serai juste mon rôle sera juste de facilitateur de la conférence. La conférence est Manifeste pour une agilité soutenable. Elle sera animée par Nicolas Lochet. Cette session, comme vous le savez déjà, sera enregistrée dans son intégralité. Pour les questions, oui, vous avez déjà remarqué mon petit accent mexicain, donc on va éviter les mots compliqués. Alors, pour vos questions, vous savez, la partie del chat, c'est activé normalement, donc vous pouvez faire un petit test si vous voulez. Et on va les prendre à la fin de la session. Du coup, ça va être à peu près 40-45 minutes de présentation, et après on passera à la partie questions. Donc, avant de passer la parole à Nicolas, je vous remercie à les sponsors Gold, Michelin, Valence, MVC, Value et PMI France. Parce que c'est grâce à vous qu'on a ces 2 journées qui sont très riches en conférences et en contenu. Donc, je passe la main à Nicolas. Nicolas, c'est à toi. Super, merci Avia. Juste avant de commencer, vous voyez, mon support est partagé directement dans mon flux vidéo. Donc, si besoin, vous pouvez tout simplement aller sur ma vidéo. Vous avez 3 petits points qui s'affichent en haut à droite et vous pouvez épingler pour être sûr que voilà, je reste bien à l'écran. Ça sera plus simple pour suivre. Bon, et effectivement, merci aux sponsors parce que sans eux, c'est pas possible de faire ce genre d'événement. Et donc, on va passer un petit peu de temps pour discuter de ce que c'est qu'un manifeste pour une agilité soutenable. Démarrons. En 1989, j'ai vu un film qui allait marquer ma vie. J'avais 12 ans et ce film, c'était Le Cercle des poètes disparus. J'ai tout aimé de ce film. La musique de Maurice Jarre, la mise en scène de Peter Weir, le scénario bouleversant de Tom Schulman et le jeu d'acteur d'un Robin Williams dont je suis sûr que nous serions nombreux à vouloir l'avoir pour professeur. Mais c'est surtout une phrase de ce film qui a profondément résonné en moi. Cette phrase, c'est une citation du livre Walden de Henry David Thoreau. Et elle dit ceci: Je m'en allais dans les bois parce que je voulais vivre sans hâte, vivre intensément et sucer toute la moelle de la vie, mettre en déroute tout ce qui n'était pas la vie pour ne pas découvrir à l'heure de ma mort que je n'avais pas vécu. Ne pas découvrir à l'heure de ma mort que je n'avais pas vécu. Cette idée ne cesse de me poursuivre. Pour tout vous dire, c'est même un peu angoissant. Qu'est-ce que je pourrais faire d'utile dans ma vie pour qu'elle vaille la peine d'être vécue? Pendant 11 ans, j'ai travaillé dans l'industrie des jeux vidéo et j'avais une forme de réponse. En créant des jeux, j'offrais du rêve à des millions de personnes. Je leur permettais de s'évader un instant de leurs univers et pouvoir, à travers des expériences émotionnelles, créer des environnements pour mieux accepter la réalité. Quand je suis parti de cette industrie, cette idée de ne pas découvrir à l'heure de ma mort que je n'avais pas vécu ne m'a pas quitté. Je laissais une industrie où jamais je n'avais eu l'impression de travailler, où l'agilité était tellement naturelle que nous en faisions tel Monsieur Jourdain sans le savoir. Pourtant, partout ailleurs, je ne voyais que souffrance, des gens malheureux dans leur travail, des organisations pyramidales qui ne réussissaient qu'à priver les gens de leur liberté, des silos qui n'étaient efficaces qu'à opposer des personnes entre elles, et bien sûr, des projets en échec systémique. Naturellement, j'ai voulu combattre tout cela. Cette expérience que j'avais vécue dans les jeux vidéo, j'ai voulu la reproduire ailleurs. Ce qui me semblait évident, simple, basique, comme dirait Orelsan, j'ai voulu le transmettre. Bref, je suis devenu coach agile. Cela fait maintenant plus de 13 ans que j'accompagne les équipes, les managers et les organisations dans leur transformation agile. J'ai connu les débuts avec Scrum et Kanban, l'émergence des approches produits avec le Lean Startup et le Design Thinking, l'agilité à l'échelle avec les entreprises libérées et bien sûr Save. Depuis le temps, je ne compte plus réellement le nombre de personnes que j'ai pu accompagner. Et si ça peut être une indication, j'ai plus de 2000 contacts sur mon profil LinkedIn. Je devrais me dire que j'ai fait quelque chose de ma vie,
Et pourtant, la citation de Henri David Thoreau ne me quitte pas. Et pourtant, aujourd'hui, je fais un métier qui n'a pas de sens. Cela peut surprendre. Aussi, laissez-moi vous expliquer. En tant que coach agile, il m'arrive d'être facturé par mon entreprise jusqu'à 1 850 € par jour, soit plus de 40 000 € par mois, pour accompagner des transformations agiles que personne ne suit. Les entreprises se bousculent pour se transformer avec une folie pire que celle d'une promotion de Nutella par Intermarché. C'est comme si nous étions tombés dans ce fameux épisode de Futurama où Fry s'exclame « Shut up and take my money ». C'est un énorme gâchis. 40 000 € par mois, 400 000 € par an, pour des transformations agiles qui ne font qu'échouer les unes après les autres. Et nous sommes légion. Alors, si vraiment vous voulez jeter votre argent par les fenêtres, je peux directement vous donner le numéro de mon compte en banque. Ça vous fera gagner du temps et on évitera les intermédiaires. Parce qu'on est bien d'accord, hein. J'aimerais bien, mais je suis très loin de gagner 400 000 € par an. En octobre 2020, j'avais déjà réalisé une conférence qui portait les prémices de celle-ci. On m'avait demandé de parler du futur de l'agilité. J'y avais mis beaucoup d'énergie, de conviction, de passion, et je n'ai pas été écouté. J'ai appris depuis que dans l'édition, parler du futur dans le titre d'un livre était le meilleur moyen d'avoir un échec. Que tous les livres qui étaient sortis avec un titre pareil n'avaient pas fonctionné. Sûrement, ça doit être la raison. Mais plus sérieusement, qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas écoutés? Qu'est-ce qui fait que nous ne voulons pas voir les choses? Et que plutôt que de les entendre, nous nous enfermons dans un déni pire que celui du film Don't Look Up. Je pense que cela a à voir à notre vision du monde. Et si on en croit un modèle de développement humain tel que celui proposé par la spirale dynamique, nos représentations du monde évoluent, certes, mais de manière graduelle, progressive. Il est impossible pour quelqu'un qui verrait le monde comme un monde de la loi du plus fort de comprendre une vision holistique où l'on peut se sacrifier au bénéfice du plus grand nombre. Pour cela, il faut d'abord passer par les étapes intermédiaires du respect de la hiérarchie, de la culture de la compétition ou de l'entraide communautaire. Aussi, aujourd'hui, je ne prétends pas tous vous convaincre, mais je veux essayer de vous faire progresser d'une étape, faire grandir votre représentation du monde. Face au changement, nous ne serons jamais directement mass market. Comme nous le montre la courbe de diffusion de l'innovation de Rogers Moore, il faut d'abord séduire les novateurs et les early adopters pour pouvoir espérer franchir l'abîme. Alors si à l'issue de cette conférence, ne serait-ce que 2,5% d'entre vous veulent me suivre, j'aurai tout de même gagné mon pari et j'aurai fait quelque chose d'utile qui vaille la peine d'être vécu. Et donc, pourquoi est-ce que les transformations agiles échouent? Quand on y réfléchit, la raison de l'échec des transformations agiles est évidente. Je pense même que c'est un véritable secret de Polichinelle. Alors, je veux bien vous le dire, mais il faut que vous me promettiez une chose, c'est de ne pas le répéter. Promis, hein. Levez la main droite et dites « je le jure ». Non, parce que, faut pas déconner, si vous le répétez, moi, je n'ai plus de boulot. Et convenez que vu les sommes en jeu, ce serait bien dommage. Les transformations agiles échouent, ou le manque de tambour, parce qu'on n'en veut pas. Hop, rideau, fin de la conférence, vous pouvez rentrer chez vous. Comment ça? Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. Et d'abord, est-ce bien vrai que nous ne voulons pas de ces transformations? Posons-nous la question un instant. En tant que patron, je ne veux pas d'une transformation agile afin d'être compétitif. Je veux une baguette magique afin de gagner plein d'argent. En tant que manager, je ne veux pas d'une transformation agile afin de ne pas voir mes collaborateurs autonomes remettre mon utilité en question. En tant qu'employé, je ne veux pas d'une transformation agile
afin de ne pas avoir à changer au seul bénéfice de mon patron. Bon, je crois que c'est clair. Nous ne voulons pas des transformations agiles. Ou plutôt, nous ne voulons surtout pas changer. En vrai, ce que nous voulons, ce sont des solutions miracles. Nous cherchons une potion magique qui nous donnerait tous les bénéfices sans aucun effort. Ce n'est pas de coach agile dont nous avons besoin, c'est de Panoramix. Mais comme le dit mon ami Otis, patron, la potion magique, ça n'existe pas, hein. C'est dans les papyrus dessinés pour les enfants. On est dans le monde réel, là. Et pourtant, nous continuons à faire comme si cette potion magique existait. On lance des transformations agiles sans réellement chercher à changer. Ainsi, ce que nous appelons transformation agile est tout ce que vous voulez, sauf de l'agilité. Et il n'y a donc rien de surprenant à ce qu'elles échouent et que nous n'arrêtions pas de prédire la mort de l'agilité. Cela ne date pas d'hier d'ailleurs. En 2014, j'écrivais dans un article « Depuis quelque temps, je constate une prolifération d'articles à charge sur l'agilité. On y discute de la pertinence du terme agile, de son galvaudage, de son rôle de paravent pour couvrir des pratiques approximatives. J'aurais tout aussi bien pu l'écrire aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que nous persistons à faire semblant? Je me souviens qu'à mes débuts, un ami coach agile présentait le backlog comme une liste au Père Noël à prioriser. Un de ses clients lui avait répondu « Il y a longtemps que je ne crois plus au Père Noël. » Et pourtant, il semble bien que nous y croyons encore tous. Et donc, qu'est-ce qui fait que nous persistons à espérer que nous allons trouver la solution miracle? Scrum ne marche pas? C'est pas grave, essayons Kanban. Kanban ne fonctionne pas non plus? Ajoutons du DevOps. Ça ne marche toujours pas? Passons à l'agilité à l'échelle. Rien n'a changé? Virons le coach agile. Bah oui, parce qu'il faut bien le reconnaître, à la fin, c'est toujours de la faute du coach agile. La question, c'est pourquoi est-ce que nous voulons à tout prix tout savoir à l'avance? Pourquoi est-ce que de tout temps, l'homme a cherché à prédire l'avenir? Dans les temps anciens, nous pourrions arguer du fait que c'était par manque de connaissances. Parce que tout ce que nous ne comprenons pas s'apparente au divin. Et dès lors, il est facile de croire qu'il puisse y avoir une forme de réponse absolue. Mais en 2010, dans un monde moderne, pourquoi est-ce que tout le monde avait les yeux rivés sur Paul Le Poulpe afin de prédire les résultats des matchs de la Coupe du Monde de football? La réponse est assez simple et en même temps un peu pénible. Ben oui, parce que cela tient au fonctionnement même de notre cerveau. Et du coup, cela va être un peu difficile de s'en affranchir. Alors, je vous rassure, j'ai prévu aucune séance de lobotomie pendant cette conférence. De toute façon, il faut bien le reconnaître, vous êtes à distance, c'était pas très pratique. Et donc, nous cherchons à prédire parce que notre cerveau aime ça. Parce que c'est la manière même dont il fonctionne. C'est ce que l'on appelle le cerveau prédictif ou cerveau bayésien. Contrairement à ce que nous avons longtemps cru, le cerveau n'est pas un cerveau réactif, mais prédictif. Il élabore en permanence des hypothèses basées sur notre expérience personnelle et notre histoire évolutive, c'est-à-dire nos cartes mentales qui illustrent notre représentation du monde et la façon dont notre cerveau s'est sculpté en fonction de notre évolution. Un cerveau bayésien, c'est donc un cerveau subjectif. Un cerveau qui a l'intuition qu'un modèle est plus adapté qu'un autre, qui, face à une situation donnée, prend des décisions différentes en fonction de nos expériences. C'est tout ce que vous voulez, sauf un fonctionnement rationnel. Et il faut bien comprendre que nous adorons faire des prédictions. Des études ont montré que lorsque nous faisons une prédiction juste, de la dopamine est libérée dans notre cerveau, ce qui nous procure une sensation agréable. Prédire nous fait du bien. Prédire nous fait du bien parce qu'en réalité, c'est un mécanisme de défense. Bien anticiper les choses nous permet d'éviter le danger.
C'est un comportement naturel de préservation. Mais la réalité, c'est qu'il est utopique de vouloir tout prédire. La vérité, c'est que le changement est inévitable. Et je vais vous le démontrer. C'est simple. Et pour cela, je n'ai besoin que de ce post-it. Ce simple post-it que je déchire devant vous. Je peux le déchirer en deux ou même en plusieurs morceaux. Plus je le déchire et plus je vais vers le désordre, plus je génère de changements. Ce post-it, c'est comme une métaphore de notre univers. Je peux en faire une boule, le réduire le plus possible, comme si je devais revenir à l'instant premier, au moment du Big Bang. Mais la réalité, c'est que notre univers ne se contracte pas, qu'il n'est pas possible de revenir en arrière. Il est en expansion infinie. Il va vers toujours plus de complexité. Le changement est inévitable, que nous le voulions ou non. D'ailleurs, faites-moi plaisir. Ne changez pas. D'ici la fin de cette conférence, ne changez pas. Cessez de bouger, de respirer. Faites cesser également les mouvements imperceptibles de votre corps, la circulation du sang dans vos veines. Faites cesser également la division des cellules et même toute pensée nouvelle que mes propos pourraient faire émerger en vous. Alors évidemment, si vous y réussissez, vous seriez mort. Parce que il faut bien reconnaître que l'absence de changement, c'est bien la mort. Quelqu'un aurait envie d'essayer? Ça va? Vous êtes convaincu que le changement est inévitable? La réalité, c'est bien que les choses changent et que nous ne pouvons pas l'anticiper. C'est que ce post-it, qu'on le veuille ou non, ne sera jamais plus en ou pas. Ok, il y a un truc. Je ne suis pas magicien. Je peux tenter de vous divertir, de vous donner l'illusion d'une réalité qui serait faite de solutions miracles. Mais la vérité, c'est qu'elle n'existe pas. Et c'est une vérité qu'il est essentiel d'accepter. Le problème, au fond, n'est pas tant de vouloir anticiper que de croire que nos prédictions seront toujours justes. Nous pourrions penser qu'avec le temps, nous avons appris à ne pas faire confiance à nos prédictions. Mais pour le cerveau, il y a deux réactions possibles face à une erreur de prédiction. La première option, ce serait de modifier notre modèle de prédiction et dans le cas de ce post-it, d'accepter que la magie existe. La seconde, si nous sommes convaincus de la justesse de notre modèle, ce serait de chercher à changer le monde de manière à ce qu'il se conforme à nos prédictions. Pour ce post-it, ce serait chercher le truc, l'élément que notre cerveau n'aurait pas vu et qui ferait qu'un post-it déchiré reste bien déchiré et ne puisse réellement pas se reconstituer. La première option nous demande de changer, pas la seconde. Vous devinez laquelle nous allons avoir tendance à privilégier. Alors changer peut faire peur, mais je voudrais introduire ici une idée pour vous rendre les choses plus faciles. Un modèle prédictif, c'est un modèle de croyance, des croyances sur la manière dont les choses vont se passer. Mais un modèle prédictif, ça n'est pas un modèle de valeur, et c'est une nuance essentielle. Vos valeurs, ce sont les raisons pour lesquelles vous faites les choses. Vos croyances, c'est la manière dont vous les faites. Ainsi, il est tout à fait possible de modifier vos croyances sans toucher à vos valeurs. Bien sûr, parfois, ce seront vos valeurs qui auront besoin d'évoluer. Mais le plus souvent, il vous suffira de changer vos croyances, d'expérimenter quelque chose de nouveau et de vérifier si c'est bien conforme avec vos valeurs et de vous ajuster. Ça vous rappelle quelque chose? Nos transformations agiles échouent parce que nous persistons à chercher des solutions miracles. Nous sommes à la recherche de la balle en argent capable de tuer le loup-garou. Nous cherchons encore une espèce de modèle absolu, universel, qui serait capable de nous garantir le succès. Et c'est complètement contradictoire avec ce qu'est l'agilité. Mais peut-être qu'il ne serait pas inutile de revenir un instant sur ce qu'est l'agilité.
Car pour que nous puissions réussir nos transformations agiles, encore faut-il que nous sachions ce que nous tentons de faire. On a longtemps cru que les approches agiles étaient simples, qu'elles ne demandaient pas d'efforts. Pas de documentation, pas de plan, pas d'estimation, bref, on improvise. On ne pourrait avoir plus tort. Je pense même que l'agilité, dans sa mise en œuvre, nous demande encore plus de rigueur, voire de courage, que nos approches passées. Car au cœur, l'agilité est tout sauf une approche prédictible. Ce serait même plutôt le contraire. L'agilité, c'est l'acceptation du changement. C'est ce qui en rend difficile la mise en œuvre, car c'est un modèle construit de manière à répondre à ce changement. Quand tous nos modèles organisationnels passés se basent sur un postulat de prédictibilité. Et forcément, cela va impliquer des façons d'agir qui vont être profondément différentes. C'est pour cela qu'on n'arrête pas de vous parler de savoir-faire et surtout de savoir-être. Car face à un changement, le savoir-faire, c'est-à-dire le processus par essence figé, ne sera pas suffisant. Il vous faudra du savoir-être, c'est-à-dire une intelligence d'adaptation, capable de vous permettre de déterminer la meilleure manière de faire face à une situation nouvelle, imprévue. Je pense que c'est cette évolution d'approche traditionnelle, jusque-là basée sur un postulat de prédictibilité, vers une approche nouvelle de gestion du changement qui a fait toutes nos difficultés. Aussi, si l'on devait tenter de donner une définition universelle de l'agilité, j'ai envie de vous proposer celle-ci. L'agilité, c'est un changement de paradigme qui reconnaît l'inévitabilité du changement. Et c'est tout. Tout le reste n'est que la conséquence de cela. Tout ce que nous avions mis en œuvre, et ce, quel que soit le framework agile utilisé, n'est que la conséquence de cela. Une manière de répondre à ce changement, en le détectant au plus tôt, en s'y adaptant au plus vite, et avec la plus grande pertinence. Et du coup, si l'agilité est une approche de gestion du changement et que nous ne voulons pas changer, nous avons là déjà un début d'explication à l'échec de nos transformations. S'adapter au changement, c'est apprendre à vivre en environnement complexe, c'est-à-dire, d'après les sciences de la complexité, des environnements imprédictibles, mais également capables d'émergence. Autrement dit, des environnements dans lesquels, sous l'effet des échanges, peuvent apparaître spontanément des caractéristiques nouvelles qui n'étaient pas présentes auparavant. Dave Snowden, à travers son framework Cnaven, alors c'est totalement imprononçable, c'est du gallois, a étudié les caractéristiques et les comportements à adopter en fonction des environnements dans lesquels nous évoluons. Le connu, c'est celui de l'évidence. Il ne nous pose pas de problème. C'est celui où il nous suffit d'appliquer les recettes passées. Celui où, lorsque la lumière ne s'allume pas, il suffit de changer l'ampoule. Le chaotique, où vous pourriez répéter 100 fois la même expérience et avoir 100 résultats différents, n'est pas un environnement dans lequel nous pouvons faire grand-chose. Et l'on essaiera d'y mettre du contrôle afin de retrouver un semblant d'ordre. Le connaissable, c'est l'environnement de nos approches passées, où il peut être difficile, contrairement à un environnement connu, de percevoir les règles sous-jacentes, de comprendre ce qui nous amène à un résultat. Mais c'est un environnement où, après analyse, vous pouvez élaborer des plans de réponse en connaissant les effets. Le complexe, du coup, c'est celui qui nous intéresse réellement. C'est un environnement imprédictible, mais à la différence du chaos, si vous y reproduisez à l'identique 2 fois la même expérience, vous aurez 2 fois les mêmes résultats. C'est donc un environnement où l'expérimentation et l'adaptation sont essentielles. C'est en réponse à cela que l'agilité est née. Le problème, c'est que lorsque nous avons voulu mettre en place l'agilité, nous l'avons fait avec les recettes du passé. Nous avons voulu planifier, déterminer,
appliquer des best practices. Toutes choses adaptées à des environnements connus ou connaissables, mais pas du tout à un environnement complexe. Ainsi, ce n'est pas l'agilité qui échoue, ce sont nos implémentations. Et la différence est d'importance. Parce que nous n'acceptons pas de changer, parce que nous dévoyons l'agilité afin qu'elle corresponde à nos anciens modèles de pensée, parce que nous persistons à utiliser des approches prédictives pour la mettre en œuvre. Mais tout cela ne devrait pas être une découverte. Tout agiliste avec un peu d'expérience devrait pouvoir vous le dire. Quelques recherches devraient vous permettre de comprendre les enjeux. Aussi, le problème n'est pas tant un déficit de connaissances qu'un manque d'envie de changer. Et vous connaissez d'ailleurs cette question. Qui veut le changement où toutes les mains se lèvent? Et son corollaire, qui veut changer où toutes les mains se baissent? Du coup, la question devient, qu'est-ce qui peut nous aider à changer? Comment faire pour que les mains restent en l'air? En plus d'être coach agile et aujourd'hui responsable de l'expertise agile au sein du groupe Neosoft, je suis également coach professionnel. Et la première chose qu'on vous apprend en tant que coach professionnel, c'est qu'il n'y a pas de changement sans demande. Si jamais il vous est arrivé de vouloir changer quelqu'un, vous l'avez sans doute déjà tous expérimenté. Si cette personne ne désire pas changer, vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez, elle ne bougera pas. Bienvenue en homéostasie. Bienvenue dans le monde du oui mais et de ses jeux psychologiques. Et effectivement, lorsqu'on regarde les transformations agiles qui se succèdent dans les organisations, on est en droit de se demander où est la demande. Je ne me souviens pas avoir vu le moindre COMEX demander à ses collaborateurs si ils avaient envie de changer. Et si jamais il y a là parmi vous un dirigeant qui l'a fait ou qui souhaite le faire, qu'il vienne me voir, j'ai très envie de travailler avec lui. Mais il faut bien se rendre compte qu'une transformation imposée, c'est la pire des manières de s'y prendre. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail, mais je voudrais parler un petit peu de neurosciences, et plus précisément de neuroleadership, tel que défini par David Rock dans son livre Votre cerveau au bureau. Alors au passage, le titre français du livre est une très mauvaise traduction de l'anglais Your Brain at Work. Il aurait été plus pertinent de traduire le livre par Votre cerveau au travail, de manière à garder le double sens d'un cerveau en action et d'un cerveau au bureau. Mais revenons-en à David Rock. En résumé, David Rock nous explique que lorsque nous percevons une atteinte à notre statut, à nos certitudes, notre autonomie, nos relations aux autres ou notre sentiment d'équité, nous ne sommes plus capables de penser rationnel. Un mécanisme de défense s'active, déclenche nos émotions, prépare la mise en mouvement afin de nous armer pour la fuite. Et le problème, c'est que c'est très subjectif tout ça. Ce que je perçois comme une remise en cause de mon statut, mes certitudes, mon autonomie, mes relations aux autres, ou encore ce que j'éprouve comme un manque d'équité, est très différent de ce que peut ressentir mon voisin. Mais ce qui est quasi certain, c'est que si l'on m'impose une transformation, je vais certainement voir cela comme un danger. Aussi, pour éviter tout ça, nous ne devrions plus parler de transformation, mais d'évolution. Et nous devrions agir de telle manière à ce que nous ayons naturellement envie d'évoluer, de grandir, de progresser dans une direction. Peter Senge, auteur de la 5e discipline, parle d'aspiration au changement. Un moteur de changement bien plus efficace que la crise. Et cette aspiration, comme le démontrent les travaux de Dan Pink dans La vérité sur ce qui nous motive, ne peut procéder que de la motivation intrinsèque de l'individu. La question devient donc, comment pourrions-nous susciter cette motivation intrinsèque? Comment pourrions-nous créer le cadre nécessaire à l'émergence d'une demande de changement?
Je ne reviendrai pas sur l'intégralité des travaux de Dan Pink, mais je veux rappeler les 3 ressorts essentiels de la motivation intrinsèque. L'autonomie, qui ne se limite pas à la manière de s'organiser ou de faire, mais qui englobe également la liberté de l'individu à ne pas faire. La maîtrise, ou dit autrement, le fait d'avoir les compétences pour effectuer la tâche désirée, tout autant que le fait de pouvoir s'améliorer, ou devrais-je dire évoluer, en le faisant. Et enfin, le sens, c'est-à-dire la perception de l'utilité de ce que nous faisons. Pour les 2 premières, l'autonomie et la maîtrise, on peut penser que les transformations agiles y répondent. Encore que on puisse parfois se poser la question. Avons-nous bien toujours l'autorisation nécessaire à l'expression de l'autonomie? Est-ce que le cadre de son expression est clair? Avons-nous les bonnes compétences ou sommes-nous correctement accompagnés pour les développer afin de réaliser ce qu'on nous demande de faire? Déjà, vous voyez que ça n'est plus si évident que cela. Mais pour le sens, c'est même encore pire. Qui, parmi vous, connaît le sens de son organisation? Vous pouvez mettre un pouce levé dans Zoom si vous le connaissez. Alors, je n'en vois pas. Donc, soit vous ne le connaissez pas, soit vous n'avez pas trouvé le bouton. Maintenant, pour ceux qui penseraient peut-être le connaître, je vois qu'on a une main levée, mettez une bouche ouverte dans Zoom si jamais le sens de votre organisation, c'est du style être le premier sur son marché ou faire plus de X millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans tous les cas, je trouve que on peut réellement ne pas être surpris du fait que les transformations échouent. Vous voyez, nous n'avons pas de sens. Et désolé si je vous l'apprends, mais faire 1 milliard de chiffre d'affaires, ça n'est pas un sens. Imaginez votre patron qui viendrait vous dire, je veux gagner plus d'argent. Tu peux travailler plus, faire des efforts et changer pour que je puisse être plus riche. C'est ridicule, n'est-ce pas? C'est pourtant exactement le message que les organisations envoient lorsqu'elles affichent un sens de cet ordre. Amgen est un laboratoire pharmaceutique dont le modèle a été étudié dans le livre Tribal Leadership de Dave Logan & Co. Et quand on leur demande de définir avec qui est-ce qu'ils sont en compétition, bizarrement, ils hésitent. Si vous les pressez de répondre, ils finissent par vous dire je pense que nous sommes en compétition avec le cancer. En compétition avec le cancer. Là, c'est un sens. Là, on parle enfin. C'est une cause pour laquelle vous êtes capable de vous engager. Et pourtant, les entreprises sont en déficit de sens. Les entreprises sont en déficit de sens et c'est bien dommage, car le sens est un facteur d'engagement et de performance des organisations. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été démontré à travers de nombreuses études. Je ne retiendrai que celle de 2018, intitulée Outcomes of Meaningful Work, a meta-analysis, qui, à travers l'analyse de 44 articles scientifiques sur plus de 23 000 participants, conclut que le sens a un impact clé sur de très nombreux indicateurs de performance des organisations. Autrement dit, les organisations qui ont du sens sont celles qui réussissent le mieux. Du coup, il est urgent de retrouver le sens. Mais si le sens est si souvent mal défini ou mal connu, ça serait quoi un bon sens? Royce Payne et Harley Rushing, dans le livre It's not what you sell, it's what you stand for, le définissent ainsi. Qu'est-ce que le sens? Dit simplement, c'est une déclaration définitive à propos de la différence que vous essayez de faire. Si vous avez un sens et que vous pouvez l'articuler avec clarté et passion, tout le reste est logique, tout devient fluide. Ce à quoi John Mackey et Rajendra Sisodia, dans Conscious Capitalism, ajoutent qu'un bon sens
relève de l'une ou l'autre des 4 catégories suivantes. Le bon, c'est-à-dire toute forme de service aux autres, l'amélioration de la santé, de l'éducation, de la communication ou de la qualité de vie. Le vrai, la recherche de la vérité ou le développement des connaissances. Le beau, la poursuite de l'excellence, la création de la beauté, la quête de la perfection. Et enfin l'héroïque, le courage de faire ce qui est juste pour changer et améliorer le monde. Et en voici 2 exemples. Pour Zappos, entreprise pionnière dans la vente par correspondance de chaussures, cela se traduit en 2 mots. Delivering happiness. Et cela s'exprime par l'excellence de leur qualité de service. Pour Google, ce serait organiser l'information mondiale et la rendre universellement accessible et utile. Cependant, définir un véritable sens n'est pas suffisant. Encore faut-il que cela ne soit pas un masque et que celui-ci soit un véritable filtre à la prise de décision dans vos organisations. Si vous voulez vérifier la qualité de votre sens, posez-vous la question. Quelles histoires avez-vous à raconter qui témoignent de ce sens? Lorsque vous vous appelez Bayer et que votre mantra c'est Science for a Better Life, je suis désolé, mais je ne vois pas où est la cohérence dans le rachat de Monsanto. OK. Nous avons vu que l'échec des transformations agiles tenait dans notre incompréhension du changement de paradigme qu'elles ont amené. Que le fait de les mettre en œuvre en s'appuyant sur des recettes et des méthodes prédictives plutôt qu'empiriques était inadapté. Que cet échec s'explique encore par le fait que nous avons voulu imposer le changement, plutôt que de travailler le sens et de donner l'envie d'évoluer. Mais on pourrait également se demander, au fond, est-ce nécessaire de changer? Est-ce même souhaitable? J'ai longtemps été fâché avec Kotter et de conférence en conférence, son livre Alerte sur la banquise, sur les 8 étapes de la conduite du changement, avec la création d'un sentiment d'urgence, finissait invariablement dans une poubelle. Ben oui, parce que, en dehors du côté violent d'une transformation sur fond d'urgence, que reste-t-il une fois celle-ci disparue? Et puis, j'ai compris qu'encore une fois, Kotter faisait partie de ces innombrables victimes des raccourcis que nous avons tendance à faire. Car en effet, il ne parle pas tant d'urgence que d'opportunités que l'on ne peut rater. C'est très différent et beaucoup plus intéressant. Et nous sommes justement face à l'une de ces opportunités que l'on ne peut manquer. La possibilité de faire quelque chose qui ne se reproduira plus. Parce qu'en effet, que nous le voulons ou pas, que nous soyons déjà convaincus ou parmi les derniers dubitatifs, nous faisons face actuellement à l'un des plus grands changements auxquels a été confrontée l'humanité à travers la crise écologique. Et pour clarifier tout de suite, lorsque je parle de crise écologique, je parle tout aussi bien du changement climatique, de la disparition des espèces, de l'épuisement de nos ressources, que des inégalités économiques, du manque d'inclusion ou de l'iniquité des impacts de cette crise sur ceux qui sont déjà le plus en difficulté. Car l'écologie, il faut le rappeler, c'est tout autant notre environnement que nous-mêmes et les relations que nous maintenons entre nous. Alors, je ne sais pas pour vos organisations, mais est-ce que nous n'aurions pas là un sens qui pourrait être relativement universel? Est-ce que le sens de nos entreprises, au-delà de celui qui leur est propre, ne pourrait pas également être de poursuivre leur mission en préservant notre écologie? Et nous avons alors 2 approches possibles. Nous pouvons tout d'abord changer de manière imposée, parce que dans tous les cas, cette réalité des changements à venir, à travers le réchauffement climatique ou l'épuisement de nos ressources, va obliger les entreprises à faire les choses différemment. Cela a d'ailleurs déjà commencé. Le réglementaire est en marche. La CSRD va forcer un grand nombre d'entreprises
à faire un bilan carbone Scope 3, c'est-à-dire avec l'analyse des entrants comme des sortants, en plus du processus de fabrication. De plus, face à l'inaction des entreprises, les procès basés sur le devoir de vigilance se multiplient, au point que la Cour d'appel de Paris a décidé la création d'une nouvelle chambre spécifique pour les juger. De manière assez ironique, après qu'elle l'ait demandé à leurs employés pendant de nombreuses années, les entreprises vont devoir faire deux choses: leur bilan de compétences et une réorientation professionnelle. Juste retour des choses, n'est-ce pas? Alors la formule n'est pas copyrightée, je vous en prie, volez-la moi et faites évoluer, faites bouger les choses. Et oui, parce qu'il s'agit bien d'un changement inévitable. Le business de la plupart des organisations repose sur l'exploitation de ressources finies. Alors l'autre approche, ce serait d'aborder le changement de manière volontaire, c'est-à-dire en autonomie, en maîtrise et avec du sens. Et nous savons maintenant quelle serait l'approche évidemment la plus efficace. Et il ne s'agit pas d'un challenge insurmontable. Je ne suis pas expert, mais les 2500 scientifiques ayant pris part à l'élaboration du rapport du GIEC, si. Et voici ce qu'en substance il nous dit. Nous n'avons pas besoin de technologie miracle. Nous avons toutes les ressources financières et humaines pour faire face à la transition écologique. Mais nous avons une fenêtre d'opportunité qui se réduit rapidement. Et comme le disent les Anglais, don't get me wrong, il ne s'agit pas de revenir à l'éclairage à la bougie. D'ailleurs, prendre soin de notre impact environnemental et social n'est pas sans bénéfice. Des économies face au gaspillage évité, une diminution des dépenses de santé avec la réduction de la pollution, des emplois pour inventer des nouvelles façons de faire plus résilientes et évidemment plus de sens dans nos vies. Et si nous avons tendance à être paralysés face à ces changements, c'est que nous ne nous posons pas les bonnes questions et que nous sommes enfermés dans notre définition de la croissance. Mais posons-nous collectivement la question: qu'est-ce que la croissance? Est-ce que celle-ci doit être nécessairement une accumulation de ressources auprès du plus petit nombre? Et si la croissance, c'était une accumulation de savoir, de bien-être, allez, soyons fous, de relations humaines positives, des relations humaines dont la plus longue étude sur le bonheur a conclu qu'elles étaient la cause principale d'une vie heureuse. Sacré changement, n'est-ce pas? Attendez, j'ai parlé de changement. Est-ce qu'on ne connaîtrait pas, par hasard, un outil au service du changement? Et oui, l'agilité. L'agilité qui est pensée de manière à faciliter l'adaptation au changement. C'est une approche empirique adaptée à la gestion de systèmes complexes. C'est surtout un changement de paradigme qui nous amène à penser différemment. C'est une approche collective qui vise l'efficience du système plus que celle de l'individu. Une démarche qui met la qualité comme élément non négociable. Une vision dans la durée plus qu'une stratégie opportuniste. Bref, c'est exactement ce dont nous avons besoin pour faire face à la transition écologique. D'ailleurs, réfléchissons un instant. Démarrer une transition écologique commence par effectuer un bilan de l'état actuel. Vous pouvez notamment faire une analyse de cycle de vie pour déterminer toutes les étapes de création d'un produit, afin d'en établir le coût en équivalent carbone. Une fois cette cartographie faite, vous pouvez identifier les étapes les plus coûteuses et réfléchir à les optimiser, voire à en supprimer certaines. Ça vous rappelle rien? C'est exactement la même approche lorsque vous faites un value stream mapping. Une démarche d'éco-conception. Avant que d'aller voir quel est le langage informatique qui serait le plus efficient, ça commence déjà par identifier ce que nous pourrions ne pas faire. Car il faut le rappeler, le produit le plus éco-conçu,
c'est encore celui que nous ne réalisons pas. Et est-ce que nous n'aurions pas des approches dans l'agilité pour ne pas faire? Le lean, ou encore le lean startup, ça vous dit quelque chose? Le lean qui est une recherche permanente de gaspillage afin de les supprimer. Le lean startup et son MVP, qui n'est pas, comme trop de monde le pense, la première version du produit, mais le minimum que vous puissiez faire pour tester une hypothèse. C'est-à-dire, la plupart du temps, même pas un produit. Autre idée, vous cherchez à prendre en compte l'impact écologique de votre produit. Pourquoi ne pas ajouter un critère d'estimation dans votre WSJF? Un critère IC, non pas pour intelligence collective, mais pour impact carbone. Vous voulez de l'inclusion? Est-ce que le mécanisme de voix silencieuse ou de météo personnelle ne sont pas des moyens d'avoir une meilleure acceptation des idées de chacun? Nous pourrions ainsi revisiter l'ensemble de nos pratiques agiles pour en faire un formidable outil au service de la performance des entreprises, une performance écologique. Ensemble, nous pourrions alors revisiter le manifeste agile et écrire un manifeste qui pourrait ressembler à cela. Dans un monde en mutation, où les enjeux écologiques et sociétaux sont un défi pour notre survie, nous prenons conscience de l'importance de l'agilité comme facilitateur de cette transition. Nous reconnaissons qu'en son cœur, l'agilité est une véritable acceptation de l'inévitabilité du changement. Nous mettons nos savoirs et nos expériences au service d'un monde où la performance des organisations est compatible avec le développement durable et respectueux de l'humain et de son écosystème. Nous en faisons ce que nous appelons une agilité soutenable. Et nous nous appuyons sur les 5 valeurs suivantes. L'adaptabilité l'emporte sur la prédictibilité. Reconnaître l'inévitabilité du changement et valoriser la capacité à nous adapter plutôt que de nous enfermer dans une utopie de la prédictibilité. La durabilité l'emporte sur la profitabilité. Prioriser des solutions durables qui répondent aux besoins écologiques et sociaux plutôt que de chercher le bénéfice à court terme permet de maximaliser le gain à long terme. Le sens partagé l'emporte sur l'objectif imposé. Adopter un sens commun permet de transcender les individus, d'accélérer l'acceptation du changement et de guider les actions vers un impact positif plus sûrement que tout objectif imposé. L'évolution continue l'emporte sur la transformation radicale. Favoriser une évolution graduelle et continue plutôt que des transformations radicales et disruptives permet de respecter l'écologie des individus et de leur donner les moyens d'adhérer au changement. Et enfin, le développement l'emporte sur la croissance. Dans un monde aux ressources finies, la croissance sera toujours limitée. Seul le développement de notre culture, de nos connaissances et de notre épanouissement individuel et collectif a un potentiel infini. En adoptant ces valeurs, mais aussi les 12 principes que je vous invite à découvrir en ligne avec le QR code de cette page, nous nous engageons à créer un avenir où l'agilité ne se cantonne pas à l'amélioration d'une productivité et d'une efficacité économique, mais devient un moteur essentiel pour rendre nos sociétés plus résilientes, plus justes et plus responsables. Alors, le rythme de développement soutenable ne sera plus le 8e principe du manifeste agile, mais une réalité. Et je vous remercie. Si vous avez des questions, je peux les prendre. Et vous avez là le QR code pour le coup du PMI pour laisser vos feedbacks et pour ceux qui sont adhérents, pouvoir récupérer les PDF. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup, Nicolas. Je ne vois pas de questions dans le chat. Je vous rappelle, c'est dans le petit icône Q&A, si vous en avez. Mais sinon, moi, j'en aurais une. Parce que c'était hyper intéressant. Merci beaucoup. C'était vraiment très clair. Merci.
J'ai adoré le format. Tu as parlé quelque chose de super important de la partie dans laquelle les entreprises, parfois, ils ont peut-être une manière de communiquer l'essence qui est peut-être pas les meilleures. Parce que Oui, je pense que c'est pour ça que la plupart de nous, nous n'avons pas dit qu'on connaît l'essence, parce que souvent, ça parle de profit, ça parle d'argent. totalement. Et d'ailleurs, c'est ce qui génère beaucoup de frustration vers les gens, parce qu'on se dit, on va vers quoi? Et du coup, les manifestes que tu nous as présentés à la fin, Oui, qui ont agile soutenable. Si à un moment donné, le chef de projet fait partie d'une organisation dans laquelle il n'y a pas cette clarté sur cet objectif soutenable, comment il peut faire pour essayer de l'appliquer, pour essayer d'avoir ces principes dans son mm, mm, projet, mm, cette agilité soutenable, mm, si à un moment donné, ça peut presque faire à l'encontre mm, du mm. message général. Ouais. Du coup, je vais juste remettre ces slides auparavant, parce qu'il y a bien dans les valeurs d'une agilité soutenable le sens partagé, hein, qui va être supérieur à l'objectif imposé. Et il faut voir deux choses, c'est-à-dire qu'en fait, les organisations, quand elles se créent pour deux raisons. De plus en plus aujourd'hui, et heureusement, elles se créent par conviction, avec des gens qui ont envie de changer le monde. En termes de sens, on est dans un sens héroïque. Si certains d'entre vous regardent par exemple l'émission Qui veut être mon associé, on a beaucoup de jeunes qui viennent pitcher avec cette envie-là. Oui, Mais on a aussi des entreprises qui se sont construites au départ parce que des gens ont identifié une opportunité business. C'est elles qui vont avoir le plus de difficultés parce que du coup, il n'y avait pas réellement de sens, il y avait juste une opportunité de faire de l'argent. Et là, souvent, on se rend compte que quand elles grandissent, ben, à un moment donné, les choses fonctionnent plus très bien dans l'entreprise. Les gens ne sont pas alignés, ça n'arrive pas bien à avancer, et c'est parce que justement, ce sens est absent. Donc, la première des choses, c'est de reconnaître l'importance de l'exprimer. Et ça se travaille, c'est-à-dire qu'on peut organiser des ateliers dans l'organisation. Alors évidemment, il faut remonter jusqu'au niveau des COMEX, de l'entreprise, pour pouvoir aider à faire émerger ce sens. En termes d'accompagnement, ça veut dire aussi que les coachs agiles ont besoin d'intervenir avec des mandats forts. Si vous ne pouvez pas le faire à l'échelle du COMEX de l'organisation, vous pouvez tenter de le faire peut-être à l'échelle d'un département. Et déjà à l'échelle d'un département, je l'ai encore fait il n'y a pas très longtemps avec une équipe qui travaillait sur SAP, définir son sens, ça peut nous aider à nous engager et à voir quelle est l'utilité de ce que nous faisons. Et puis, vous pouvez le faire à l'échelle d'une équipe. Et quand on le fait comme ça, on le travaille dans les organisations, alors idéalement à l'échelle d'entreprise, mais pourquoi pas à l'échelle d'une équipe ou d'un département, on va aller chercher des éléments de valeur, définir quelles sont les valeurs qui sont importantes, puisque on l'a vu après, tout ce qui est croyance, c'est la manière dont on le fait, ça peut évoluer. On questionne d'abord les valeurs individuelles, on les fait exprimer, on peut utiliser plein de mécanismes de voix silencieuse, de post-it, etc. pour récupérer tout ça. On fait converger, on peut utiliser des votes avec des bâtons, des votes à main levée, et on essaye comme ça de voir quels sont les éléments qui collectivement semblent s'aligner. Et puis, on continue à travailler ça de manière à trouver quelle peut être la manière simple d'exprimer notre sens. Je vous en ai donné deux, trois exemples. Si vous n'avez pas une phrase simple, si vous n'avez pas une phrase que vous pouvez retenir, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je pourrais vous partager un autre sens, par exemple, c'est Southwest Airlines. Et Southwest Airlines, c'est un sens que je connais par cœur parce que il exprime bien quelque chose qu'ils ont envie de faire. Ils disent, nous sommes là pour connecter les gens au moment important de notre vie, de leur vie, pardon. Et Southwest Airlines, c'est une compagnie aérienne qui fait des vols plutôt low cost. Donc, ils vous disent, nous sommes là pour connecter les gens au moment important de leur vie, à travers des vols, donc là, ils vous disent comment, qui sont fiables, économiques et humains. Et donc, ils vous donnent les ressorts sur comment est-ce qu'ils vont exprimer tout ça. Il faut travailler ces éléments-là parce que là, vous commencez à avoir des filtres qui vont vous permettre de prendre les actions dans l'organisation. Et si vous cherchez sur Internet, vous pourrez trouver un reportage, alors filmé à l'américaine, hein, très larmoyant, sur Southwest Airlines, où il vous montre les histoires clients, les histoires des employés, sur la manière dont ils ont exprimé ces valeurs de fiabilité, d'humanité et le côté économique des choses pour permettre aux gens de se connecter au moment important de leur vie.
Donc après, voilà, il faudrait rentrer plus dans le détail pour concrètement comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre, mais c'est les grands principes. J'espère que ça répond un peu à ta question, Olivia. Oui, 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 c'est très, très clair. Bah, bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on, on va arrêter là. Petit rappel, il y a les stands de les sponsors, donc n'hésitez pas à aller regarder un peu, faire un tour. Et merci encore, Nicolas, vraiment, c'était super. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup à vous.